Avant de commencer, je voulais vous dire un truc super cool. Le samedi 27 juin, je serai à la Fnac de Limoges de 14h à 16h pour une séance de dédicace de mon livre. Évidemment, vous pourrez l'acheter sur place si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi venir avec votre exemplaire. Il n'y a aucune obligation d'achat. Franchement, ça me ferait super plaisir de pouvoir discuter un peu avec vous, échanger autour du livre, de la chaîne, ou même juste dire bonjour. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Pour le moment, c'est la seule séance de dédicace prévue, donc j'espère vous y voir nombreux. Franchement, je pense que beaucoup de gens se trompent complètement concernant cette draft 2026. Ils vont retenir quoi? Une draft prévisible, un top 4 annoncé depuis des mois, aucun gros trade le soir même, ouais, il y a des chances. Sauf que moi, plus je prends du recul et plus je me dis qu'il y a peut-être des franchises qui ont largement amélioré leur avenir cette semaine, pendant que d'autres ont peut-être créé des problèmes dont on parlera encore pendant longtemps. Mais avant d'aller plus loin, petite info importante, vous l'avez sûrement vu, en ce moment, les sondages Instagram sont en pause. Parce que ouais, avec la draft et l'off-season qui commence, je sais à peu près où je veux aller dans les prochaines semaines. Mais allez quand même me suivre là-bas parce que ça reste le réseau où je suis le plus actif, où je vous réponds le plus, et le réseau où vous pourrez être au courant de toute mon actu. À côté de ça, ma mock draft là, que j'ai publiée il y a quelques jours, a énormément fait parler, et c'était le but de susciter le débat. Mais moi honnêtement, je suis plutôt content, mes 8 premiers choix sont bons, et j'ai même réussi à pré-shot quelques petits trucs sympas. Évidemment, je me suis planté ailleurs, mais même dans une draft annoncée comme prévisible, il y avait vraiment quelques trucs qu'il fallait anticiper. Donc ouais, si vous voulez plus manquer ce genre de vidéos à l'avenir, vous savez quoi faire, abonnez-vous aussi à cette chaîne. Parce qu'aujourd'hui, on va pas juste parler des meilleurs prospects, on va parler des conséquences. Milwaukee sans Giannis, Memphis qui maximise sa soirée, OKC qui prépare déjà un plan anti-Wemby, Chicago qui commence enfin à ressembler à quelque chose, mais aussi les équipes qui ressortent avec plus de questions qu'avant. Une draft, c'est pas seulement des noms appelés sur une scène, c'est une direction qui se dessine, et justement, on va essayer de voir vers où veulent partir certaines teams. Bref, on va essayer de démêler tout ça ensemble, alors installez-vous bien confortablement, prenez un petit rafraîchissement, nous on lance ça tout de suite. Bon, en vrai, pour commencer, faut le dire, cette draft 2026 en NBA, elle peut laisser une drôle d'impression. À chaud, c'était presque calme, Daibansa aux Wizards, Peterson au Jazz, Boozer à Memphis, Wilson à Chicago, un top 4 attendu, pas de superstar échangé pendant la soirée, pas de trade-up de fou dans la loterie. Mais faut se rappeler que cette draft, elle avait déjà explosé la veille avec Giannis au Heat, et derrière, au lieu de l'effet domino annoncé, on a eu une soirée plus tranquille, des pics intelligents, des trades minimes, et très peu de vrai séisme. Malgré tout ça, j'ai quand même trouvé cette draft super intéressante. Parce que ok, cette fournée n'a pas été chaotique, mais elle a été révélatrice. Certaines équipes ont clarifié leur futur, d'autres ont ajouté du flou, et c'est ça le vrai sujet. Un gagnant, c'est pas seulement celui qui a pris le meilleur joueur, c'est celui qui ressort avec une direction plus claire qu'avant. Et s'il y a une équipe qui résume bien tout ça, franchement, avec un petit peu de recul maintenant, c'est Milwaukee. Parce qu'on va être clair tout de suite, perdre Giannis Antetokounmpo, c'est pas une victoire, on parle du plus grand joueur de l'histoire de la franchise, un double MVP, un champion NBA, le mec qui a ramené un titre que les Bucks attendaient depuis 50 ans. Donc émotionnellement, c'est une catastrophe. Mais une fois qu'on accepte que l'histoire était terminée et qu'il fallait tourner la page, la question devient différente. Est-ce que Milwaukee a bien géré son premier jour sans Giannis? Et là, franchement, je trouve que la réponse est oui. Évidemment, personne ne remplace un joueur comme ça, mais au moins, en échange, je trouve que les Bucks repartent avec un vrai point de départ. Jakusionis, Ware, Rakes, des futurs pics, et surtout 2 choix dans la loterie hier soir. Braden Burries en 10, c'est l'arrière moderne, physique, capable de scorer assez vite, de jouer sans paniquer et de donner une base arrière crédible. Nate Ement en 3, c'est le pari de plafond, l'ailier long à développer, le profil plus risqué mais plus excitant. Et quand vous ajoutez Jakusionis pour organiser, Ware à l'intérieur et Rakes pour faire le lien, c'est pas encore une grande équipe, mais au moins elle suit une logique. Après avoir perdu Giannis, franchement, c'était assez inespéré. Je dis pas que Milwaukee a gagné le trade, personne ne gagne vraiment quand Giannis quitte sa franchise, mais les Bucks ont peut-être gagné leur première nuit du monde d'après Giannis. Ils ne remplacent pas une superstar unique, ils récupèrent plusieurs pistes de progression, et dans leur situation, c'était loin d'être garanti. Dans le même dossier, par contre, Boston repart avec une sacrée ampoule au pied. Parce que les Celtics n'ont pas seulement raté Antetokounmpo, ils ont surtout laissé apparaître le prix qu'ils étaient prêts à payer pour l'avoir, et visiblement, ce prix s'appelait Jaylen Brown. Sur le papier, je comprends, si vous pouvez transformer Brown en Giannis, vous êtes obligé d'écouter. Giannis reste un joueur supérieur sur le papier, un ancien MVP, un champion, un mec qui peut retourner une conférence. Sauf que le deal ne se fait pas. Giannis part à Miami, Brand reste à Boston. Et maintenant, tout le monde sait que pour un bon joueur, les Celtics étaient prêts à le bazarder. Et ce genre de truc dans un vestiaire, je pense que ça disparaît pas comme par magie. Parce que Brand, c'est pas juste un gros salaire dans l'effectif, c'est un joueur drafté par Boston, champion avec Boston, MVP des finales, All-NBA, et il sort d'une saison où il a porté énormément de responsabilités avec la blessure de Tatum. Donc quand son nom sort dans un package pour Giannis, même s'il connaît le business, ça laisse forcément une trace quelque part dans son cerveau.
Le vrai problème, c'est pas qu'ils aient discuté, c'est que ça devienne public et qu'au final, Giannis ne vienne jamais. Si le grec avait débarqué, tout le monde aurait compris le sacrifice. Là, Boston n'a pas récupéré de superstar, mais a potentiellement abîmé la relation avec l'un de ses piliers. Brand peut rester pro, jouer dur, ne rien dire publiquement, mais le message est là. On t'adore, sauf si l'upgrade est assez gros. Et dans l'ambiance de l'équipe, ce genre de pépin, ça peut faire mal. Derrière ça, le top 4 du premier tour, c'était presque du pilotage automatique. Perso, on a eu ce à quoi je m'attendais. Washington prend Daibansa, Utah prend Peterson, Memphis prend Boozer et Chicago prend Wilson. Honnêtement, je pense qu'il n'y avait pas grand chose à inventer dans ce début de draft, même si je sais ça faisait pas forcément consensus pour tout le monde. Les 4 équipes concernées par les premiers choix ont pris le joueur que tout le monde attendait, et pour une fois, forcément c'est appréciable aussi, personne n'a essayé de jouer au plus malin. Washington récupère un AJ Daibansa à plus de 25 points de moyenne avec BYU, et surtout un profil d'ailier créateur à ajouter aux côtés d'un triangle franchement prolongé. Utah de son côté, avec Darren Peterson, récupère le créateur extérieur qui peut enfin sortir le Jazz du tanking, avec Markkanen, Keyonte George, Jaren Jackson Jr., Walker Kessler et Ace Bailey autour de lui. Enfin, Memphis et Chicago, on va y revenir plus tard, ont simplement pris le joueur logique. Donc oui, c'était prévisible, mais c'était propre, et quand je regarde la trajectoire des équipes concernées, ouais, ça me plaît. Par contre, pour Memphis, je vais quand même prendre un peu plus de temps, parce que là, je trouve que le front office a vraiment bien bossé. Déjà, Boozer en 3, c'est énorme. Memphis sort d'un changement de cycle brutal, donc récupérer un joueur à plus de 22 points d'Irbon et 4 passes à Duke, capable de scorer, passer et servir de point d'appui offensif, c'est exactement ce qu'il fallait. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est après. Memphis transforme le pick 16 en pick 21 tout en récupérant 5 second tours. Ils ne reculent que de 5 places, mais ils ajoutent 5 cartouches. Et aujourd'hui, avec le nouveau contexte salarial, les second tours, c'est plus anecdotique. Ça peut devenir des contrats pas chers, des paris ou des petits assets dans un trade, c'est vraiment pas mal. Mais le détail que j'ai particulièrement kiffé, c'est l'acquisition de Karim Lopez. Il trade avec Détroit pour choper un ailier mexicain d'environ 2 mètres, passé par la NBL, encore très jeune, avec de la création secondaire, de la taille et un vrai potentiel de tir. Donc Memphis récupère Boozer, ajoute Lopez, augmente son stock d'assets et ressort avec plus de valeur qu'en entrant. Pour une reconstruction, c'est quasiment le scénario idéal. Et pour aller plus loin, dans le top 10, il y a quand même un choix qui me laisse plus dubitatif. Dallas avec Morris Johnson Jr. C'est eux qui ont pourri ma mock draft. Attention, Morris Johnson n'est pas nul, loin de là. À Michigan, c'était un intérieur dur, physique, autour de 13 points, plus de 10 rebonds et 2 contre, à plus de 60% au tir. Dans une équipe avec Cooper Flagg et Derek Lively, on peut comprendre l'idée d'un frontcourt très grand et très défensif avec sa venue. Mais le problème, c'est pas Johnson, c'est Johnson avec le pick numéro 9. Y avait pas mieux à faire. Dusty May arrive tout juste après son titre NCAA avec Michigan, et son premier gros choix, c'est de prendre son ancien joueur. Forcément, l'image est lourde, surtout quand Braden Burries part juste après, alors qu'il apportait plus de shoot, plus de création et plus de spacing autour de Flagg. Peut-être que Johnson deviendra un vrai joueur de playoff, mais sans Dusty May sur le banc, je suis pas certain que Dallas faisait ce choix-là. Perso, dans ma mock, j'avais mis Burries à Dallas, et aujourd'hui encore, je maintiendrai ce pick. Donc ouais, pas fou, mais à l'inverse, à OKC, je trouve le choix beaucoup plus limpide dans l'idée. Quand le Thunder prend Adaimara au pick 12, je ne vois pas juste un pivot disponible, je vois une équipe qui vient de perdre une finale de conférence en 7 matchs contre les Spurs avec Wembanyama en face et qui se dit, ce problème-là, on va devoir le gérer pendant des années. C'est exactement pour ça que je l'avais envoyé au Thunder dans ma mock. Ce que je vois, c'est qu'après cette série, ils ont visiblement tiré les mêmes conclusions que beaucoup d'entre nous. Mara, c'est 2m21, de la protection de cercle, de bonnes mains, de la passe et un profil différent de Chet. C'est pas un Wemby stopper magique, personne ne fait ça seul, mais c'est une pièce de plus dans le plan. Avec Chet, Hartenstein, Sorber et maintenant Mara, OKC se donne plusieurs réponses possibles, et avec Dort, Wallace, SGA et Jalen Williams devant lui, le périmètre est bouclé. Mara peut donc rester près du cercle, là où il est vraiment utile. C'est très Sam Presti ça comme choix en fait, pas forcément le pick le plus flashy, mais un choix qui anticipe vraiment les matchs qui compteront. OKC ne draft pas seulement pour novembre, OKC draft déjà pour les grosses séries de playoffs où chaque match-up deviendra une guerre. Et dans cette zone-là, Golden State a fait un choix que je voyais pas forcément venir aussi haut, mais qui finalement, avec du recul, est plus que logique. Yaxel Lendeborg au pick 11 sur le potentiel brut, ça peut paraître haut. Il va avoir 24 ans avant sa saison rookie, ce n'est pas le freshman sur lequel on fantasme pendant 5 ans. Mais Golden State n'a pas besoin d'un fantasme pour 2029. Les Warriors ont Curry, Draymond et Jimmy Butler. Leur fenêtre, elle est maintenant, pas plus tard. Je l'avais pas forcément vu comme ça dans ma mock, mais l'idée est là. Je pense que les Warriors avaient avant tout besoin d'un joueur prêt à jouer tout de suite. Et Lendeborg, c'est ça, environ 15 points, 7 rebonds, 3 passes à Michigan, de la défense, du tir, de l'activité, du QI basket, un titre NCAA, un statut All-American. Il peut défendre plusieurs postes, couper, passer, poser un écran, attaquer un close-out. À côté de Curry, il va avoir des espaces. À côté de Draymond, il va apprendre à lire le jeu. À côté de Butler, son côté dur et mature peut vraiment coller. Pas une future star garantie, mais un rookie utile tout de suite, c'est bien. Par contre, si vous attendiez une soirée en mode feu d'artifice, là, vous êtes probablement resté sur votre faim. Avant ce premier tour, tout semblait prêt pour partir en vrille. Giannis venait de bouger, Randle aussi, Aaron Wiggins également, et on avait des rumeurs autour de Jazz, Zion, Brandon Ingram. Sauf qu'une fois la draft lancée, la ligue a surtout fait des petits ajustements, des pics, des seconds tours, un peu de cash, rien de plus à se mettre sous la dent. En fait, ce dont il faut être conscient, c'est que le bordel avait déjà eu lieu avant la draft.
Et c'est révélateur de la NBA actuelle. Les gros contrats sont plus compliqués à bouger, le nouveau CBA rend les erreurs plus chères et les dirigeants paniquent moins le soir de la draft. Donc oui, pour le spectacle pur, c'était frustrant, mais les gros dossiers n'ont pas disparu, ils ont juste été repoussés je pense. Et dans une soirée assez calme niveau trade, il y a quand même un petit move que j'aime beaucoup, LeBaron Philon à Philadelphie. C'est pas le choix qui va faire exploser Twitter, mais Philon au pick 22, je trouve ça très propre. Beaucoup le voyaient plus haut, et sa saison à Alabama était solide, plus de 22 points, 5 passes, des pourcentages proches de 50-40-80. Pour un arrière qui porte autant la balle en main, c'est très sérieux. Et surtout, il s'est créé, il fait ça bien, et d'un coup, il peut devenir une rotation très utile dans la ville de l'amour fraternel. Philon joue le pick and roll, change de rythme, attaque la peinture, ressort sur les shooters. À Philadelphie, derrière Maxi et VJ Edgecombe, il pourra grandir sans arriver en sauveur. Il est petit, léger, il devra défendre évidemment. Mais au pick 22, on cherche un joueur capable d'être meilleur que sa position de draft le laisse entendre. Et ce pick-là encore, vu les incertitudes qu'il suscitait, je suis content de l'avoir pré-shot. Les Sixers draftent plutôt bien ces dernières années, et je pense qu'avec LeBaron Philon, encore une fois, ils ont potentiellement fait un bon coup. Et après, justement, il y a un autre pick que j'aime bien, même si personnellement je l'attendais plus haut, Cameron Carr aux Lakers. Carr, c'est l'exemple parfait du joueur qui a perdu des places, mais qui a peut-être gagné un meilleur contexte. Beaucoup le voyaient plus haut, il tombe au pick 24, et les Lakers montent d'une place en envoyant du cash à New York pour le sécuriser. À Baylor, il sort presque 19 points, près de 6 rebonds, plus de 37% à 3 points, avec des qualités athlétiques, du shoot et du jeu sans ballon. Franchement, à ce stade-là de la draft, c'est plutôt lourd. Surtout qu'à côté de Luka, c'est vraiment facile d'imaginer quelle utilité et quel rôle il pourra avoir. Carr n'aura pas besoin de devenir un grand créateur tout de suite, il y a déjà Luka et Reeves pour ça, et même LeBron s'il reste. Par contre, il pourra courir, couper, se placer dans le corner, prendre les tirs ouverts, attaquer une défense déjà déséquilibrée. Swindle et ses lectures restent à travailler, il devra défendre sérieusement aussi, mais au pick 24, j'adore le pari. Parfois, être drafté plus haut flatte l'ego, mais tomber au bon endroit peut lancer une carrière comme il faut. Et si Carr a glissé par rapport à certaines mocks, il a quand même été pris au premier tour, alors que d'autres, eux, ont connu un destin bien moins positif. Isaiah Evans, Henry Vizard, Milik Thomas, ce sont des noms que beaucoup imaginaient au premier tour, moi le premier, et aucun n'est appelé dans les 30. Ça ne veut pas dire qu'il manque de talent, Evans a le shoot, Vizard a la taille et le toucher, Thomas a du scoring, mais chacun avait un doute trop visible, le physique, la taille, la défense, le rôle. Cette année, j'ai vraiment l'impression que la plupart des équipes ont fui tout ce qui ressemblait à un pari trop risqué. Avec le nouveau contexte salarial, les équipes réfléchissent davantage avant de garantir un contrat au premier tour, et avec le deuxième tour, elles gardent plus de flexibilité. Donc ces joueurs sont des perdants dans la soirée, oui, mais pas forcément des perdants dans leur carrière, on verra dès ce soir dans quelles équipes ils atterrissent. Là en fait le truc c'est qu'ils sont tout simplement tombés au mauvais côté d'une frontière qui est extrêmement fine. Mais allez, pour finir sur une note positive dans cette draft, j'ai vraiment envie de parler de Chicago. Les Bulls, depuis plusieurs années, c'était la franchise coincée entre deux eaux, pas assez forte pour faire peur, pas assez mauvaise pour reconstruire vraiment. Là, avec Bryson Graham qui vient d'arriver comme GM, on voit enfin une ligne directrice. Caleb Wilson en 4, Daylin Swain en 15, Nicolas Claxton récupéré à faible coût la veille de la draft, avec déjà Bouzelis et Guidi dans le décor, ça tue. Après, y a pas non plus de quoi totalement s'enflammer, mais cette franchise, enfin, j'arrive à comprendre où elle va. Wilson apporte taille, mobilité, défense, rebond, attaque du cercle. Swain ajoute encore un grand profil capable de défendre, courir, créer un peu. Claxton protège le cercle et donne une base défensive immédiate. Le shoot reste une vraie question, oui, mais Chicago commence à ressembler à une équipe longue, athlétique, pénible à jouer. Et franchement, après des années à naviguer dans le brouillard, un projet comme ça, je valide pour les Bulls. Chicago n'est pas encore de retour, il leur manque encore du shoot, de la création, une vraie hiérarchie. Mais enfin, les fans peuvent au moins regarder un petit peu l'avenir sans forcément tout le temps broyer du noir. Au fond, c'est un peu pour toutes ces petites choses que cette draft 2026 m'intéresse autant. On peut pas encore juger les carrières, par contre, on peut juger le process. Memphis, Milwaukee, Chicago et OKC n'ont pas seulement ajouté des joueurs, ce sont des franchises qui ont drafté avec sens. Et dans une ligue où beaucoup de monde avance avec des œillères, ce genre de décision, je pense que ça peut valoir cher dans le futur. Mais à l'inverse, il y a quand même des équipes dont je comprends un peu moins bien la semaine, comme Boston avec Jaylen Brown ou encore Dallas avec Morris Johnson. Rien de tout ça ne dit avec certitude qui aura raison dans 3 ans, mais à chaud ça donne l'impression qu'il y a des équipes qui ont réussi à clarifier leur direction et d'autres qui repartent avec encore plus de doutes qu'avant. Mais bref, ouais, voilà pour cette vidéo. Alors maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, quels sont vos gagnants, vos perdants, vos coups de cœur, vos incompréhensions dans ce premier tour. Répondez à tout ça dans les commentaires, et si vous voulez aider la vidéo parce qu'elle vous a plu, pensez à la booster avec la fonction appropriée, ça aide énormément à la pousser dans l'algorithme. Enfin, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne parce que mon petit doigt me dit qu'on n'en a pas encore fini avec cette intersaison. Merci pour tout la team, portez-vous bien, faites gaffe à la canicule, et nous, on se retrouve tout de suite, direct, juste en dessous dans la section commentaires.